Bien, merci d'avoir accepté cette audition avec Daniel Obono et moi-même, Hugo Bernalicis, membre de la commission des lois de cette assemblée et membre du groupe de la France Insoumise, puisque nous souhaitons conduire une réflexion assez large sur la question de la justice en France et notamment son volet pénitentiaire ou carcéral, voyant un peu la logique qui semble immuable année après année de construction de nouvelles places de prison, d'effets cliqués en droit pénal, d'augmentation des peines, d'extension du périmètre de ce qui est pénalement répréhensible, et de sorte à ce qu'on a toujours une surpopulation carcérale qui paraît structurelle, inévitable. On avait fait des amendements par exemple pour supprimer le moratoire sur l'encellulement individuel, et quand on regarde un peu de quand date le moratoire, ça va bientôt faire 75 ans, je crois, je calculais, que ce moratoire est en vigueur. On se dit ça fait 75 ans qu'on échoue à atteindre cet objectif. On s'est à se demander si vraiment on souhaite l'atteindre. Et donc on essaie de croiser les regards de plusieurs spécialistes, syndicalistes, chercheurs, tous les gens qui ont une parole à apporter, un éclairage intellectuel à apporter à cette question. Et c'est ce qui a motivé l'invitation à cette audition. Je ne vais pas être plus long, l'idée c'est d'avoir une discussion assez libre sur la question carcérale et sur la question de la justice plus largement, parce que ça c'est la fin du parcours, on va dire, la quasi-fin du parcours. Je ne sais pas si toi Daniel tu veux dire un petit mot en plus. Oui, non, mais rapidement, parce que c'est une réflexion donc, qui s'organise à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de programmation judiciaire, mais qui s'inscrit aussi dans notre réflexion en termes de propositions, puisqu'on prévoit d'ici un an aussi de travailler à des propositions de loi un peu cadres sur des grands sujets qu'on prépare, y compris dans la perspective d'être majoritaire à un moment donné, d'être en capacité, en responsabilité pour mettre en œuvre les politiques. Donc il y a aussi cette dimension un peu de proposition. Et donc il y a cet objectif-là grand angle, et aussi tout le travail qu'on fait de manière transversale. Donc là on a eu le grand projet de loi cadre, mais donc de manière générale on essaie toujours de ramener un certain nombre de questions sur les questions de la justice, des prisons, etc. Dans les débats. Par exemple, je pense qu'on aura peut-être l'occasion, je ne sais pas s'il nous en reste, sur le débat sur la révision constitutionnelle, par exemple, où on ramène aussi à ces problématiques. Et pour finir, sur le travail un peu concret qu'on a entamé, qu'on devrait terminer là, qui ne sera pas fini pour 2018, mais début 2019, c'est un rapport sur la question des prisons, puisqu'on est l'ensemble des membres du groupe de la France Insoumise à effectuer des visites parlementaires dans des prisons, des maisons d'arrêt, des centres de rétention aussi. La prison, il y a privation de liberté, restriction de liberté. Et donc, à partir de ces visites et puis de ce travail en commission des lois, mais aussi du travail produit par les équipes thématiques du mouvement qui avaient produit les livrets justice et le volet pénitentiaire, on voudrait faire un rapport parlementaire début d'année 2009 sur ce travail. On vous laisse la parole. Bien, merci. D'abord, je me réjouis que des parlementaires prennent le temps de rencontrer des chercheurs et d'une manière générale des personnes qui n'appartiennent pas au monde politique, mais qui peuvent avoir des choses à dire sur les questions qui vous intéressent, en l'occurrence le pénal et le pénitentiaire. Et ça n'est, en particulier sur ce domaine-là, ça n'est pas si fréquent, ni qu'on fasse intervenir des chercheurs, ni qu'on propose au public une réflexion sur donc ce qui relève de la justice et de la prison. C'est un domaine un petit peu tabou, un peu caché, et donc c'est très important de s'en occuper
Ça ne concerne pas simplement les 70 000 personnes qui sont enfermées en prison, mais ça concerne aussi leurs familles, ça concerne les professionnels qui sont impliqués, et je dirais plus largement, ça concerne le sens de la justice et de la peine dans la société française. Je ne veux pas me présenter, mais simplement dire que je suis moi-même chercheur, je suis professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, donc je suis quelqu'un qui fait des travaux de recherche, et notamment qui en a fait sur à la fois la police, la justice et la prison. Et en particulier pour ce qui me touche un petit peu plus directement, la prison. J'ai pendant 4 ans fait une étude de longue durée dans une maison d'arrêt et que j'ai tenu à anonymiser dans ma recherche, mais qui m'a permis donc d'essayer de comprendre ce que pouvait représenter la détention, mais aussi ce qui pouvait amener à la détention, donc le fonctionnement de la justice. Puis j'ajoute également que je suis membre du conseil scientifique du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et que donc c'est aussi une fonction qui m'amène à réfléchir à ces questions, et puis bien qu'accessoirement et par rapport à notre débat, mais puisque j'ai dit que j'étais aux États-Unis une bonne partie du temps, je fais aussi partie d'une commission qui travaille dans l'État du New Jersey, sous la responsabilité de l'ancienne présidente de la Cour suprême de l'État, une commission de réforme réforme pénale, principalement pénale, peu pénitentiaire, pour l'État du New Jersey, donc qui est un État qui essaye de réfléchir à comment diminuer la population de ces prisons en particulier. Comment éviter que tant de gens aillent en prison et que tant de gens aillent en prison pour si longtemps. Voilà. Alors, un point que vous avez mentionné, effectivement, et qui, je crois, pour toute personne qui réfléchit à ces questions est très important, c'est la distinction entre le pénal et le pénitentiaire. Ça va de soi pour des gens qui connaissent bien ces questions, mais la prison, c'est à la fois ce qui se passe dans la prison, c'est-à-dire le pénitentiaire, mais c'est aussi ce qui amène les gens en prison, c'est-à-dire le pénal. Et le pénal, d'ailleurs le pénitentiaire dans une certaine mesure aussi, mais le pénal, ça commence avec les débats publics, les interventions politiques, le rôle des journalistes, et puis finalement les parlementaires qui votent des lois, et les policiers et les magistrats qui les appliquent de façon plus ou moins discrétionnaire. Donc, distinguer ce qui amène les gens en prison et les conditions de séjour en prison, c'est une chose qui est évidemment très importante du point de vue de la réflexion sur la loi. Et quand vous parliez à juste titre de la surpopulation aujourd'hui des prisons françaises et de l'augmentation constante, quasi constante, depuis maintenant plus de 60 ans, avec quelques moments de reflux, par exemple en 1981, en 1987, donc une augmentation quasi constante de la population carcérale, eh bien c'est quelque chose dont se plaignent aussi les directeurs de prison et les surveillants de prison. Donc, et bien sûr, sans parler des conseillers et conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc l'ensemble du personnel est lui aussi tributaire et victime de ce qui, bien sûr, affecte au premier chef les personnes détenues elles-mêmes. Donc la réflexion sur les conditions dans les prisons ne peut avoir lieu qu'en lien aussi avec ce qui amène en prison. Un directeur d'établissement pénitentiaire, de maison d'arrêt, me disait que la première injustice en prison, c'est la surpopulation et le fait, contrairement à la loi à laquelle vous faisiez référence d'encellulement individuel, eh bien, la plupart des détenus aujourd'hui en
France métropolitaine sont à 2, voire à 3 par cellule individuelle, c'est-à-dire sont dans des lits superposés avec, le cas échéant, un matelas au sol, ce qui sont des conditions tout à fait indignes, mais qui sont des conditions indignes qui ne tiennent pas au fait de la prison, qui tiennent à la manière dont on est devenu de plus en plus punitif dans nos sociétés. Et de ce point de vue-là, il est vraiment important de comprendre qu'il y a une dissociation quasi totale entre la criminalité et la délinquance d'un côté et la population carcérale de l'autre. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour la plupart des pays du monde. L'augmentation de la population carcérale n'est pas liée à une augmentation de la criminalité et de la délinquance. Elle est liée essentiellement, comme phénomène général, à une intolérance plus grande à des faits qu'on considérait auparavant comme beaucoup plus acceptables dans la société, et à une demande de sévérité de la population. Et ça se traduit tout simplement par deux processus très simples. C'est d'une part une criminalisation d'un certain nombre d'actes qui ne l'étaient pas. Si on prend par exemple sur ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot quand même assez violent, la délinquance routière ou la violence même routière, eh bien les gens qui vont en prison aujourd'hui pour ces phénomènes, et qui sont nombreux, pour des séjours courts il est vrai, mais des séjours qui peuvent être extrêmement perturbants pour la vie professionnelle et familiale, eh bien c'est un sujet à chaque fois de choc pour les directeurs des établissements et pour les surveillants de voir des gens arriver pour circulation après un retrait de permis pour perte des points. Et ça, c'est une criminalisation qui est liée d'une part à l'installation d'un permis à points, quoi qu'on en pense, et ensuite de la transformation du fait de rouler avec un permis suspendu, que ça devienne un objet de possible emprisonnement au lieu d'être un objet de contravention. Donc voilà un exemple de criminalisation de quelque chose qui n'était pas. Et deuxièmement, il y a eu un alourdissement des peines qui sont de plus en plus sévères et de plus en plus longues pour les faits qui sont criminalisés. Et de ce point de vue, il est vraiment, j'ai trouvé très intéressant que les juges, lorsque en 2007 la loi qui a instauré les peines planchées a été votée, les juges ont protesté contre cette loi, ont protesté au titre de l'individualisation des peines d'une part et de l'indépendance des juges d'autre part. Et lorsque dans un premier temps, sous forme d'une directive de la ministre de la garde des Sceaux, il a été demandé que ce soit appliqué de façon beaucoup plus souple par les procureurs, et ensuite le vote d'une loi qui supprimait ces peines planchées, eh bien les juges ont continué à pratiquer ce qu'ils avaient refusé auparavant, c'est-à-dire étaient pris dans ce mouvement de sévérité, c'est-à-dire de détermination de peine d'emprisonnement. Donc il y a cette déconnexion qui est très importante à comprendre, je dirais pour un public général, entre mettre plus de gens en prison et avoir plus de crimes et de délits. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de crimes et de délits qu'il y a plus de gens dans les prisons. Et juste par rapport à ça, vous disiez la criminalisation plus forte répond à une demande de la société. Mais est-ce que c'est une demande de la société ou la réponse politique qui est donnée par rapport à une situation sociale, et donc c'est cette réponse-là qu'on donne, parce que du coup il y a aussi cette justification qu'on entend de manière assez caricaturale souvent de la droite, mais
plus largement sur le fait que les gens veulent que voilà, on soit les incivilités, etc. Mais qui est une manière de justifier la réponse politique qui est donnée Est-ce que c'est vrai qu'il y a une demande plus forte? Enfin, voilà, dans la société, alors il y a des réactions, il y a les faits divers, il y a la médiatisation des faits divers extra. Voilà, il y a ces phénomènes-là qui existent, mais c'est aussi une traduction politique de cette demande-là. C'est une construction de la demande. Enfin voilà, il y a un filtre quand même. Vous avez tout à fait raison. Il y a même un nom que les chercheurs donnent à ce que vous décrivez, c'est le populisme pénal, c'est-à-dire la mise en discours d'une forme particulière de populisme qui s'attache à produire un discours sur toujours plus de sévérité. Et moins, c'est non seulement plus de sévérité, mais aussi moins de tolérance pour un certain nombre de faits, avec beaucoup de choses qui sont totalement inexactes, qui peuvent circuler dans le débat public sur le plus grand laxisme des juges, par exemple, dont il est très facile de démontrer statistiquement que c'est exactement le contraire. Donc vous avez tout à fait raison. Un sociologue connu, Pierre Bourdieu, disait « l'opinion publique n'existe pas ». Et en réalité, on le voit très bien dans le cas de ces questions pénales et pénitentiaires. Très souvent, les sondages d'opinion sont faits après un fait divers qui a été particulièrement choquant. Et évidemment, lorsqu'on demande aux gens à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus sévère, les gens disent qu'il faudrait être plus sévère. Mais quand on le fait en dehors, j'en donne un exemple dans le livre que j'ai écrit sur la prison, L'ombre du monde, je montre comment deux sondages qui sont faits, l'un par coïncidence tout simplement, mais l'un quelques mois avant un fait divers particulièrement tragique, et quelques jours après ce fait divers, eh bien, on a des résultats qui sont complètement différents. Sauf que la médiatisation se fait sur le deuxième sondage et quasiment pas sur le premier, alors que dans le premier, les gens qui répondaient à ces questions considéraient que la prison n'était pas une bonne solution à la plupart des délits, que les conditions dans les prisons n'étaient pas satisfaisantes. Autrement dit, à la fois sur le plan pénal et sur le plan pénitentiaire, ils manifestaient beaucoup plus d'ouverture qu'on ne pouvait l'imaginer à la suite, évidemment, d'un fait divers. Et donc, le rôle, la responsabilité des médias qui ont besoin d'événements, qui aient un caractère dramatique au sens large, pas nécessairement tragique, mais au moins dramatique, qui suscite de l'émotion, et le jeu qu'ont les partis politiques avec quelque chose qui a quand même été une évolution extrêmement néfaste dans les partis politiques à partir des années 80, c'est-à-dire que c'est un discours qui est arrivé d'abord à l'extrême droite, qui très vite est devenu un discours de la droite, et qui a rattrapé la gauche de gouvernement dès le début des années 2000. Et sur la gauche de gouvernement, notamment le quinquennat de François Hollande, on voit aujourd'hui que les résurgences de ce positionnement-là sont encore présentes dans les prises de parole des députés socialistes, sur le fait des précautions oratoires qui sont prises en disant oui, bon, c'est vrai, on ne peut pas laisser tout faire, etc. Comme s'il y avait présomption de culpabilité de laxisme qu'il fallait contrebalancer en poussant le curseur dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait en ayant une vision très sécuritaire. Et c'est clair que c'est assez alarmant. Moi j'ai essayé modestement dans le débat, ça n'a pas tellement fonctionné, mais au moins de s'adresser à la tendance libérale de cet hémicycle en leur disant attendez, votre truc ça coûte cher, quoi. Votre truc ça coûte horriblement cher, ne serait-ce que pour les finances publiques, la dette, etc. Vous devriez plutôt travailler à d'autres modèles que celui de l'enfermement comme modèle majoritaire. Et en même temps, on a augmenté la population carcérale, mais on a augmenté la population pénale. Ce qui fait qu'il y a 170 000 personnes qui sont en milieu ouvert, dont on ne parle pas souvent. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de gens qui passent dans le système pénal est énorme en réalité. Cette augmentation-là, elle passe sous le radar.
c'est un double effet qui s'est mis en place. Effectivement, il y a 250 000 de personnes en France qui sont sous main de justice, c'est-à-dire les gens qui sont en milieu ouvert et les gens qui sont écroués. Et donc, l'augmentation de la population en milieu ouvert a été encore plus rapide que l'augmentation de la population en milieu fermé au cours des 30 dernières années. Et donc il y a cette extension, comme vous le disiez, assez invisible parce qu'on en parle peu, mais les contraintes sont extrêmement fortes pour ces gens, par exemple, qui sont sous bracelet électronique ou sous d'autres formes de surveillance. C'est extrêmement contraignant, c'est extrêmement pénalisant. Et je pense qu'il est d'autant plus important et peut-être même possible aujourd'hui d'avoir cette réflexion et d'avoir ce débat que la France devient l'un des pays où il n'est pas possible de l'avoir, alors que même dans les pays les plus qui ont été les plus durs en matière pénale et pénitentiaire, je pense notamment aux États-Unis, les choses sont en train de s'inverser, et sont en train de s'inverser par, et là est en train de se préparer aux États-Unis une réforme qui va toucher uniquement le système fédéral, bien sûr, puisque c'est une réforme nationale, mais qui sera le premier projet de loi qui rassemble des républicains et des démocrates depuis 8 ans. Et c'est sur la réforme pénale. C'est une réforme pénale qui a pour vocation à faire baisser le nombre de personnes en prison. Et pour quelles raisons? Pour 2 raisons qui sont très différentes. Les républicains, pour les raisons que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire ça coûte cher. Finir par les convaincre alors. Oui, bien sûr, ils se rendent compte que ça coûte cher. Plusieurs États ont failli être en faillite. L'État de Californie était au bord de la faillite budgétaire et donc a fait sortir du jour au lendemain des dizaines de milliers de personnes de prison, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de procéder, évidemment, mais du coup qui montre la préoccupation qu'il y a au niveau fédéral comme au niveau local. Ça coûte très cher de mettre des gens en prison. Le bracelet électronique, par exemple, par journée, coûte 10 fois moins cher. Alors, c'est pas pour défendre particulièrement le bracelet électronique, mais malgré tout, le bracelet électronique, c'est un peu mieux que l'enfermement carcéral, en tout cas pour une très grande majorité de personnes concernées. Et du côté des démocrates, qu'on ne peut pas appeler la gauche aux États-Unis, eh bien, c'était plus pour des arguments disons, de justice sociale, de droits de l'homme, etc. Mais donc, voilà, il y a la possibilité de trouver des arguments, je pense, pour avoir une évolution. Pensons à l'Allemagne qui a réduit sa population carcérale ces dernières années, l'Autriche, les Pays-Bas, et d'autres pays se posent ces questions. La Grande-Bretagne se pose ces questions aussi. Et je ferai remarquer que les 4 pays que je viens de citer, et les 5 même si on inclut les États-Unis, ont tous des gouvernements conservateurs. C'est-à-dire que c'est sous des gouvernements de droite qu'on voit s'opérer cette transformation de la justice pénale qui amène à mettre moins de gens en prison. C'est quand même assez incroyable que ce soit dans ces pays-là. Donc ça prouve qu'il est possible, qu'il doit être possible d'amener ce débat sur la place publique de façon responsable, pour faire comprendre aux citoyens et pour faire accepter aux députés des transformations de cette situation qui est tout à fait inadmissible et qui ne peut pas être résolue par une simple augmentation du nombre de places de prison, d'autant plus qu'on a bien vu que le nombre annoncé par le candidat à la présidence de la République n'est pas le nombre annoncé par le président qu'il est devenu. La réforme aux États-Unis, elle est portée par qui? Il y a quel niveau lié au niveau fédéral? Alors, au Congrès? Alors, elle est portée au niveau du Sénat, et avec qui a une majorité républicaine. Et donc, elle doit passer devant les 2 chambres, mais comme elle sera, comme
Parlement, et en fait elle devait même passer, mais elle a été retardée par le président du Sénat, qui a retardé le passage de la loi, mais ça devait même passer sous un Sénat républicain et un Congrès républicain. Alors, les choses vont être plus faciles maintenant que les démocrates seront au Congrès, mais alors ça c'est au niveau fédéral, mais au niveau des États, la commission à laquelle je participe, la commission sur la réforme pénale, est en train de faire actuellement une évaluation de l'ensemble des États qui sont en train de travailler sur une réforme pénale, voire qui l'ont déjà fait voter. Et donc il y a déjà une dizaine, je crois, ça change presque de mois en mois, donc, mais une dizaine d'États qui soit ont déjà fait passer une réforme pénale visant à diminuer les populations carcérales, soit sont en train de travailler à cette réforme. Donc il me semble qu'il y a un mouvement qui, après des décennies de punitivité, si on peut dire, en tout cas de plus grande sévérité, un mouvement qui s'est amorcé dans un certain nombre de pays, et encore une fois, y compris dans les pays les plus inattendus. Les États-Unis ont quand même augmenté leur population carcérale de 8 fois en 30 ans. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. 8 fois, arrivant à 2 300 000 personnes en prison, et 11 millions de personnes environ entrant chaque année en prison. Exactement. Donc, on ne peut que se dire qu'il serait temps que la France se pose ces questions, parce que très souvent, c'est en touchant à des petits objets qu'on arrive à faire baisser la population carcérale. Parce que dès que vous posez un débat et qu'on tombe dans des discours de populisme pénal, on va vous sortir les plus grands criminels. On va vous sortir des histoires de violeurs, on va vous sortir des histoires de serial killers. C'est ce qu'ils font là pour les techniques spéciales d'enquête, pour l'extension, c'est rapte d'enfants, etc. Voilà. On est là-dessus. Exactement. Et alors que la très grande majorité des gens qui sont en prison, et la quasi-totalité de ceux qui y rentrent, sont des gens qui y sont pour des délits, voire ce qu'on appelle des crimes, pour des raisons de durée de la condamnation, mais qui sont encore une fois, pour la grande majorité, des choses qui amènent des petits séjours en prison. Et donc proposer pour quelqu'un qui est accusé d'un outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, quand on sait comment se produisent ces outrages et rébellions, c'est-à-dire qu'ils sont considérés par les policiers eux-mêmes et par leurs supérieurs comme un signe non pas des violences du public, mais de l'agressivité des policiers, qui sont eux qui provoquent, et les policiers le savent bien, les policiers le disent, les commissaires ont une surveillance particulière à l'égard. Si on disait demain que les outrages et rébellions ne relèvent plus de la prison, mais relèvent de peines alternatives qui seraient, dans certains cas, encore injustes, mais au moins qui n'amèneraient pas les gens en prison, si on disait que rouler sans permis, si on n'a pas commis d'accident, ça relève d'une contreventionnalisation. Si on disait que la possession de cannabis, sans même parler de sa dépénalisation, mais la possession de cannabis, si ce n'est pas des quantités importantes, ne relève plus du tout de la prison. Alors quand on dit ça à des juges, ils disent ou même au ministère de la Justice, ils disent mais c'est très rare évidemment c'est très rare sur les 175 000 personnes qui sont arrêtées chaque année, interpellées chaque année pour essentiellement pour possession et ou usage de cannabis. Évidemment, heureusement, les 175 000 ne vont pas en prison. C'est un tout petit nombre qui va en prison. Mais c'est quand même à peu près, si je me souviens bien, de l'ordre d'une personne sur 10 qui rentre en prison pour cette raison. Donc il y a tout un ensemble d'éléments relativement faciles, sans parler après aussi de la réflexion sur la longueur des peines. Mais il y a des choses faciles qui ont été faites dans d'autres pays où on se dit, ben voilà, il faut changer les choses. Pensons à
au nombre de pays aujourd'hui qui ont dépénalisé l'usage du cannabis. C'est sûr que la plupart des usagers de cannabis ne vont pas en prison, mais pour ceux qui vont en prison, c'est absolument destructeur. Et donc... ils finissent par continuer à en consommer en prison, par exemple. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a on peut attaquer le problème, et c'est ce qu'on essaye de faire dans la commission de réforme à laquelle je participe dans New Jersey, c'est de commencer par les problèmes les plus simples, ceux qui vont déclencher le moins de colère dans la population et de polémique dans les milieux politiques. Et est-ce que vous avez du coup passé un peu de temps en prison, est-ce qu'au fond, on peut vraiment rendre la prison utile, le temps de prison utile, ou le moins inutile possible? Et qu'est-ce qui est possible de faire là-dessus, selon vous? Et est-ce que, c'est une autre question en parallèle sur ce qu'on vient de discuter, est-ce que c'est juste en décriminalisant un certain nombre de délits que les différents pays qui ont une petite déflation carcérale y arrivent, ou aussi c'est par compensation sur des peines de milieu ouvert? Alors, je vais répondre tout de suite à la deuxième question parce que c'est celle à laquelle je sais moins bien répondre. Disons, dans le cas des États-Unis, je peux un tout petit peu mieux répondre. Je pense que c'est surtout dans la décriminalisation, en tout cas dans la dépénalisation sous forme de prison d'un certain nombre de délits considérés comme mineurs. Dans le cas des autres pays, je crois par exemple que en Allemagne, et ce serait à vérifier par des gens qui travaillent de façon plus sérieuse que moi sur les autres pays européens, mais c'est passé par une quasi impossibilité, enfin une quasi-nécessité d'avoir un aménagement de peine pour les peines courtes de moins de 6 mois par exemple. Et donc effectivement, ça n'est pas forcément par une dépénalisation totale, ça peut être simplement par des alternatives à la prison. Mais dans certains cas, évidemment, par exemple sur les délits routiers, la question c'est aussi celle de leur décriminalisation, c'est-à-dire de passer en contravention au lieu de la peine de prison. Peut-être avant de répondre à votre question qui est très importante sur l'utilité, je voudrais ajouter une chose qui me semble très importante dans le débat public et qui n'est pratiquement pas mentionnée pour des raisons qu'il est facile de comprendre, c'est que la sévérité qui s'est manifestée au cours des dernières années est une sévérité extrêmement sélective. C'est-à-dire qu'il y a des délits qui ont conduit en prison qui ne conduisaient pas en prison, il y a des crimes qui ont conduit à des séjours beaucoup plus longs en prison qu'auparavant, mais il y a aussi des délits et des crimes qui ne sont plus sanctionnés, et notamment dans le domaine financier et économique. Et donc, toute la politique de décriminalisation du monde financier et économique, pour des raisons alléguées de ne pas mettre un frein aux activités financières et économiques, c'est traduit par le fait que ces affaires qui sont beaucoup plus compliquées à traiter pour des procureurs, qui demandent beaucoup plus de temps, ont été délaissées au profit notamment de ce qui passe en comparution immédiate, qui est beaucoup plus facile à juger, qui se juge en une demi-heure, et qui amène à une beaucoup plus grande sévérité sur ces délits. Donc, dans le cas dans les années 2000, il y a eu une augmentation, une multiplication par 3 des condamnations en général, pas simplement à la prison, une augmentation par 3
des condamnations pour usage et possession de cannabis, et il y a une diminution dans le même temps d'un 5e des délits financiers, des condamnations pour délits financiers et économiques. Or, on pourrait bien sûr penser que dans le premier cas, c'est parce qu'il y a une augmentation de la consommation, et dans le deuxième cas, parce qu'il y a eu une diminution de la